On va voir comment les décisions sont prises à la MDPH, les motifs fréquents de recours, et puis les modalités de recours contre les décisions administratives qui sont quand même assez complexes, parce que ça dépend de pour qui, pourquoi. Et puis quelques modèles de recours qu'on met à votre disposition sur le site et ici aussi, que vous aurez donc chez vous dans quelques temps. Alors, comment la MDPH prend ses décisions? Si vous ne le savez pas, je vous raconte. Donc, à la MDPH, vous envoyez votre dossier. Alors, surtout, vous envoyez votre dossier soit en lettre recommandée avec accusé de réception, soit vous déposez au guichet et vous demandez un l'accusé de réception, comme quoi vous avez bien déposé votre dossier, parce que cette date-là de départ va être très utile pour faire des recours. Alors, le dossier, il est scanné. En général, vous l'ayez envoyé par mail direct ou sur Internet. Et puis, un jour, il y a quand même quelqu'un. Alors, normalement, quand vous allez à l'accueil, on vous déclare que le dossier est complet, hein, et ça doit pas être poursuivi après, parce que l'agent d'accueil est censé être formé à savoir si un dossier est complet ou n'est pas. Il y a des pièces obligatoires dont on a déjà parlé, et puis donc d'autres pièces que vous pouvez mettre en plus. L'équipe pluridisciplinaire va donc prendre tout ce dossier et en général, l'équipe pluridisciplinaire, au départ, c'est un agent d'évaluation. Et puis, sur les dossiers un peu complexes, ils se réunissent et ils voient un peu comment ils jugent une situation ou pas. Donc, le PE, censément, vous envoie le PPC, c'est-à-dire le plan personnalisé de compensation. Et vous pouvez donc voir ce que le PE prévoit de vous accorder. Et sauf que bon, il y en voit rarement, hein, donc c'est à peu près respecté, en tout cas pour les PCH, pour voir si le nombre d'heures qu'on vous accorde d'aide humaine est à peu près cohérent. Ça l'est beaucoup moins pour des dossiers moins complexes. Donc, une fois que vous avez reçu votre PPC, si jamais vous le recevez, vous pouvez répondre ou ne pas répondre. Si vous ne répondez pas, c'est que vous êtes d'accord, mais toujours plus sûr de dire ce qu'on veut. Donc, vous mettez OK pour moi et voilà, votre dossier passe et on va vous accorder ce qu'on a prévu de vous accorder, puisque s'il n'y a pas contestation, il n'y a aucune raison qu'ils remettent en cause ce qu'ils avaient dit avant. Ce serait stupide, hein. Ensuite, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation donc, soumet sa proposition à la CDAPH. Donc, si vous avez mis que vous n'étiez pas d'accord avec le PPC, au cas où vous l'ayez reçu, eh bien, le PE va relire votre dossier, ce qui n'est pas mal des fois, parce que souvent, ils lisent un peu en diagonale et ils ne voient pas tout, et va resoumettre une proposition à la CDAPH qui va voter ce que le PE propose à 99,9% des cas. Voilà. Normalement, ce que vous propose le PE, il n'y a aucune raison de le remettre, que la CDAPH le remette en cause. Et ensuite, la décision vous est adressée dans les 15 jours qui suivent. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, on sait, parce que certains l'ont calculé, que le temps d'examen d'un dossier par l'équipe de la MDPH est de 5 à 20 minutes. Donc, pas la peine d'écrire 15 pages, hein, surtout écrit tout petit et tout assez, parce que là, ça ne va pas le faire. Donc, si vous envoyez des dossiers, faites bien un dossier avec des paragraphes, des soulignés, des surlignés, des trucs, de façon à ce que ce qui est le plus essentiel soit bien vu, parce que sinon, ça va passer à l'as, il y a des risques. En tout cas. Il y a des fois, il y a des dossiers qui sont refusés, on se demande pourquoi. On peut penser qu'ils n'ont pas été très bien lus. Les CDAPH valident donc sans examen en séance 95 à 98% des prédécisions. Moi, je dis même plus que ça, parce que, enfin bon, ça dépend des PH, hein, comme d'habitude, c'est pas partout pareil. Mais voilà, en général, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce que dit le PE. D'ailleurs, il se fâche quand on le remet en cause, mais on a le droit aussi en CDAPH de contester certaines choses. Donc à Paris, en tout cas, c'est des chiffres parisiens, hein, parce qu'on a une des plus grosses MDPH de France et de Navarre. Donc on valide
souvent 1100 décisions par réunion. Donc, en général, pour 600 ou 700 usagers, puisqu'il y en a souvent en moyenne 2,5 demandes par dossier. Donc, ça fait un gros paquet et on ne regarde pas tous les dossiers, sans blague. Donc, normalement, le délai d'instruction d'un dossier par la MDPH, donc c'est un article de loi qui dit que ça doit être vu en moins de 4 mois. En pratique, même là, les chiffres qu'on a mis, donc on voit que ça va plutôt en augmentant. Alors, les délais enfants sont plutôt plus courts que les autres prestations, notamment la PCH. Comme la PCH, en général, ils envoient quelqu'un à la maison pour évaluer les besoins. C'est clair que c'est beaucoup plus long. Là, les chiffres qu'on voit sont quand même assez bas, je trouve, parce que même à Paris, on n'arrive pas à ça. Il y a une époque, on était autour de 4 mois pour les enfants. Euh, on est plutôt à 5,5, 6 maintenant. Donc, la semaine dernière, 4, 9. Bon. Donc, toutes les semaines, on voit le délai de, de traitement des dossiers. C'est pas encore au point, et notamment, c'est pas respectueux de l'article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles. Mais on a l'habitude. Alors, donc si la MDPH dépasse le délai d'instruction de 4 mois, le silence gardé plus de 4 mois à partir du dépôt de la demande. C'est pourquoi il faut absolument avoir une date de dépôt, parce que sinon, si vous l'envoyez en courrier simple, vous n'avez pas de date de dépôt. Et du coup, vous allez compter pour le début du traitement de votre dossier la lettre qui dit que le dossier est complet, qui arrive 3 semaines, un mois, 2 mois après. Donc déjà, voilà, vous avez perdu 2 mois. Donc, ça vaut décision de rejet, donc vous avez le droit de faire un recours. Mais ça ne signifie pas donc que si la MDPH avait pu continuer à instruire votre dossier, elle aurait pu vous accorder ce que vous avez demandé, mais on n'en sait rien. Donc, vous pouvez engager un recours pour rejet tacite parce que, en calculant bien, si vous attendez que la MDPH vous réponde, ça va être compliqué parce que vous avez besoin de l'AESH pour la rentrée, ou enfin voilà. Mais vous pouvez aussi attendre que la MDPH finisse d'instruire votre dossier en demandant à combien ils en sont en ce moment, ce qui ne prouve rien puisque c'est une moyenne. Donc voilà. Et puis surtout, vous encadrez un peu de votre dossier à vous et pas à la moyenne parce que voilà, des fois, ça permet de le remettre un petit peu au-dessus du tas. Donc, il faut, comme vous l'avez bien compris, avoir un accusé de réception de votre demande de façon à avoir une date où on peut lancer un recours. Donc, les motifs fréquents de recours, on a, quand ça concerne l'AEH, donc une prise en compte insuffisance de vos frais par la MDPH. Là. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux, ah, j'ai 1 500 € par an, machin. Alors, la MDPH a une façon de compter qui est sa façon de compter, qui n'est pas illogique, hein, mais qui n'est pas forcément la vôtre. Donc, il faut savoir que la MDPH, elle compte effectivement sur l'année. En fait, elle va prendre combien ça vous coûte par semaine quand vous avez tous vos rendez-vous, par exemple, sachant que si vous avez un rendez-vous tous les 15 jours, ils vont compter la moitié. Ils vont multiplier ça par 46 semaines et non pas 52, parce qu'ils enlèvent les vacances, et ils vont rediviser ça par 12 pour avoir vos frais. Donc, ne criez pas trop tôt. Si vous n'avez pas le compte, enfin ce compte-là, c'est peut-être pas la peine de faire un recours. Il y a une prise en compte erronée de votre réduction du temps de travail ou de votre relancement à l'emploi. Donc, ça arrive quelquefois quand quelqu'un n'a jamais travaillé ou s'est arrêté depuis longtemps pour élever ses enfants, y compris l'enfant porteur de handicap après. On dit, oh, mais vous ne travaillez pas de toute façon, donc vous n'avez pas réduit votre temps de travail. Ça, on peut contester en fonction du temps qu'on passe avec son enfant à cause de son handicap. La CAF a oublié de vous verser la majoration parents isolés. Donc là, c'est pareil, on ne l'a pas systématiquement parce qu'on est maman solo. Il y a un certain nombre de circonstances, et notamment le fait qu'on a réduit son temps de travail. Donc, ce n'est pas avant le complément 2 et si on vous l'a donné pour temps minoré de travail. Vous pouvez contester les refus de la CAF de cumuler un complément d'AEH et des droits à chômage ou à la SS. Donc voilà, c'est les 4 qui reviennent le plus fréquemment.
Encore, bon, effectivement, il faut connaître ce à quoi vous avez droit, ce qui n'est pas toujours très évident. Mais on va donc faire quelques tests et vous faire travailler pour voir si ça rentre dans vos cases. Alors, Lily a un enfant de 8 ans qui est scolarisé 18 heures par semaine et ne peut aller au périscolaire. Elle a 435 euros de frais par mois. Elle ne travaille pas. La MDPH lui a accordé un complément 2. Faut-il faire un recours auprès de la MDPH? Alors, première réponse, non, car le complément 2 correspond à des frais supérieurs à 432,55 €. Oui, car elle devra avoir le complément 4 pour frais supérieurs à 368,20 € et impossibilité de travailler plus qu'à mi-temps. Oui, car elle devrait avoir le complément 5 pour frais supérieurs à 319,46 € par mois et renonciation à un emploi. Alors, je vous ouvre le sondage pour que vous puissiez... mince, tic, tic. Doudou. Alors, un retour, voilà, ça y est, j'ai trouvé, ça ira mieux la prochaine fois. Donc, normalement, vous pouvez voter maintenant. Ça vous a laissé le temps de réfléchir, c'est ça qui est bien. On laisse encore un petit peu de temps. Alors, donc, il est scolarisé 18 heures par semaine, mais il ne va pas à la cantine. Bon, elle ne travaille pas, mais comme on l'a dit, c'est le temps passé avec l'enfant à cause de son handicap qui compte. Donc là, normalement, il n'y a qu'une seule réponse. Donc, on arrête et on partage les résultats. Normalement, ça doit être bon. Et voilà, bonne réponse ici. Donc oui, car hop là, car elle devrait avoir le complément 4 pour frais supérieurs à 368,20 € et impossibilité de travailler plus qu'à mi-temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle ne travaille pas du tout qu'elle a droit à un arrêt de travail complet. Le temps qu'elle passe avec son enfant, c'est effectivement 50% d'un temps de travail, mais ce n'est pas la totalité, donc on est bien dans le 2. Et on peut discuter pour un complément 5 pour frais supérieurs à 319,46 € par mois et renonciation à un emploi. Donc là, il faut effectivement qu'elle démontre qu'elle ne peut pas trouver un travail entre 9 h et 11 h 30 et que voilà, ça peut se faire. Alors, on passe. Alors, j'arrête le partage. Tac, tac. Alors, Jacques et Jeanne ont un enfant de 10 ans scolarisé à temps plein. Ils travaillent à temps plein. Ils ont 1 300 € de frais par mois liés au handicap. La MDPH leur a accordé un complément 4 d'un montant de 635,76 €. Faut-il faire un recours auprès de la MDPH? Oui, car ils ont beaucoup de frais et ils devraient avoir le complément 6 d'un montant de 1 210,90 €. Non, car le complément 4 correspond à des frais supérieurs à 778,46 €. Alors, hop, sur le complément 6, je lance le sondage pour que vous puissiez répondre. Pourquoi ça ne marche pas, ça? Alors, tic, 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 tic. J'arrive pas à lancer, oui, ce jeu. Alors, moi, je ne peux pas les lancer, en fait, comme je J'ai suis... ouvert le sondage, complément 6, et le lancer ne s'allume pas. Alors, qu'est-ce Ah, que j'ai fait que j'ai pas fait? Ah, ben non, pourtant j'ai terminé les deux autres. La dernière fois, c'était ça. ah, Oriane dit que le partage du sondage précédent n'a pas été fermé. Ah, qu'est-ce que j'ai pas fermé? Qu'est-ce qu'il fallait faire, d'après toi? Est-ce que c'est Ah, terminé? tu dois voir quelque part le partage du sondage d'avant. Ah, arrêter le partage, peut-être. Alors non, si tu arrêtes de partager l'écran, là, ça va tout Non, mais fermer. pour la question Non. précédente. Ah, bah oui, Voilà. probablement. Arrêter le partage, est-ce que c'est ça?
Alors, les gens vont pouvoir nous dire, parce que moi, j'ai pas la même vue que les personnes. Oriane, si tu peux nous dire si ça a fermé? Alors, Ça a fermé. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, bon, fais-le, voilà, fais-le les à la voix. résultats, c'était Ah, bah, ça y est. Nous voyons les délai résultats. d'instruction, c'est pas celui-là. Ah non. Ah non, on l'a lancé, ça marche pas, hein, toujours. Bon, bah, faisons-le à la voix, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous étiez quand même. Bah non, finalement, voilà. Donc, en fait, le complément 4 correspond à des frais supérieurs à 778,46. Et le complément 6, il y en a beaucoup qui en rêvent, mais en fait, c'est très, très rare parce que ça correspond à une situation où, en fait, le handicap contraint l'un des parents d'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Donc, il n'est pas lié aux frais supportés, il est lié directement aux soins, en général, y compris de nuit, c'est-à-dire s'il n'y a pas de soins la nuit, genre changement de position, brancher une nutrition entérale, tout ça. En fait, vous n'aurez pas le complément 6 parce que les frais ne suffisent pas. C'est vraiment basé, le texte, hein, sur les soins à l'enfant 24 sur 24, ce que disent les gens 24 sur 24. Je m'occupe de mon enfant 24 sur 24. En fait, il dort très bien, donc déjà, ça ne marche pas. Donc, on a cessé le mythe du C6, qui est très restrictif. Donc, un nouveau quiz. Sophia est maman solo et la MDPH lui a accordé le complément 2 pour des frais supérieurs à 432,55 €, donc psychomote, ergo, psychologue. La CAF ne lui verse pas la majoration parents isolés. Faut-il faire un recours auprès de la CAF? Oui, car Sophia est parent isolé. Non, car la majoration n'est due que si le complément d'AEH a été accordé parce que le parent a dû renoncer totalement ou partiellement à un emploi ou a besoin d'une tierce personne. Je retente, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Non, ça ne veut toujours pas marcher, ça m'énerve. Peut-être que tu en as un qui est resté ouvert quelque part, hein. Ben oui, mais je ne vois pas où. Le complément 6, je n'ai pas pu le lancer, donc effectivement, il est ouvert. Bon, bref, vous n'allez pas pouvoir jouer, c'est quand même très dommage parce que c'est un peu amusant. Donc, bon, en bref, on l'a dit tout à l'heure, hein, si vous avez bien écouté, mais je sais que ça fait beaucoup d'informations qui vous arrivent dans les oreilles. Donc, le complément parent isolé n'est versé que si on a diminué ou renoncé totalement à un emploi. Donc, ou si on a besoin d'une tierce personne rémunérée à 100%. Donc, il faut bien regarder parce que à partir du complément 2, donc vous avez une notice qui vous dit si c'est pour les frais ou pour une diminution du temps de travail, ou les deux. Si vous n'avez pas de diminution du temps de travail dans votre notification, vous n'avez pas droit au supplément de parents isolés. Ça, c'est pareil, c'est une question qui revient assez souvent. Alors, les motifs de recours liés à la PCH. Donc, refus de la PCH, sous-évaluation du nombre d'heures de PCH et d'humaine, erreur sur le tarif horaire de la PCH aidant familial qui est appliqué, et erreur sur le plafond de la PCH aidant familial qui est appliqué. Donc, sur la PCH, pour ne rien vous cacher, ça reste quand même un grand brouillard. Les évaluations sont difficiles à apprécier quand on est en CDAPH et qu'on nous présente un plan de PCH. On a toujours du mal à suivre parce que c'est pareil là encore. Ils comptent 5 minutes pour ça, 10 minutes pour ça. Attends, sur 24 heures, c'est pas ça. Donc, souvent, effectivement, les gens pensent que le nombre d'heures de PCH est sous-évalué, mais il faut savoir qu'il y a des plafonds aussi et que donc ça ne peut pas dépasser parce que, sauf une fois exceptionnellement où on a un dépassement de plafond. Erreur sur le tarif horaire de la PCH aidant familial, donc ça c'est en fonction du fait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on travaille encore ou pas. Et erreur sur le plafond de la PCH aidant familial qui est appliqué. Donc ça c'est les plafonds
qui sont dans les textes. Alors, nouveau quiz que je ne vais pas réussir à lancer, que ça va m'amener une buzz. Bon, Alex a son enfant qui est en IME 4 jours et demi par semaine. Elle travaille à 50%. La MDPH lui a donné l'option entre un complément de 289,85 pour réduction de temps de travail de 20% ou une PCH aidant familiale de 60 heures par mois au tarif de 4,59, soit 275,40 €. Faut-il contester la proposition? Donc, complément 2 pour réduction de temps de travail de 20%. En fait, il n'y a qu'une demi-journée où elle doit prendre en charge son enfant, ou bien PCH aidant familial de 60 heures par mois au tarif de 4,59. Alors, je veux bien essayer, mais ça me déprime Alors, Daniel, d'avance. Hein? il y a quelqu'un, Nathalie, qui nous dit que le sondage sur le délai d'instruction dossier MDPH semble toujours ouvert et que c'est probablement ça qui bloque les quiz suivants. Alors, qu'est-ce qu'elle dit que... Le sondage sur le délai d'instruction dossier MDPH a l'air d'être toujours ouvert et que c'est peut-être ça Ah, qui bloque. Voilà. ça m'a fait ça l'autre fois, hein. Donc, il y a un truc que je ne sais pas, là. Et Alors là, là, il s'est passé quelque chose, hein, parce que c'est vrai que moi, je vois pas comme les participants, mais là, j'ai vu que ça m'est arrivé, ce sondage sur les délais d'instruction, et que ça vient de se refermer. Donc, est-ce que tu peux réessayer de partager le nouveau? ouais, mais je pense que les autres, c'est pareil. Ouais, complément 6 on l'a pas. Ah, si, complément 6 lancé. Bah, alors, je vais refaire le même petit tour, hein, Super. pour vous. Pour être sûr, on va perdre 2 minutes, mais c'est mieux. Alors, ouais, effectivement, ça s'allume. Recours, majoration parents isolés, on vient d'avoir 2 fois. Hop, voilà. Donc là, je lance ce sondage-là. Normalement, vous devez pouvoir PCH aidant répondre. familial, c'est bon, on le voit. Et merci Super. Nathalie et Oui, Oriane pour les indications. parce que ça n'apparaissait pas. Alors, bah, vous savez tout. Ah, non, il fallait que j'attende un peu. Je suis un peu pressée, peut-être. Tac, tac, tac. Donc, oui, parce que là, vous avez pas l'habitude, là, du coup, ça y est. Bon, on va partager les résultats. Donc, hop, c'est peut-être parce que je suis arrivée à la plein. Bon, donc, non, il n'y a pas de raison d'avoir un complément 3. Pourquoi? Parce que déjà, accorder 20% de diminution de temps de travail pour une demi-journée, c'est-à-dire en fait que je calcule, bah, si ça fait juste 20%, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis le tarif de la PCH aidant familial, ça devrait donc faire 413,40 parce qu'elle ne travaille plus. Alors, le suivant. Alors, Léa a un fils, Arthur, de 16 ans, qui n'est plus scolarisé ni accueilli en établissement médico-social. Il a besoin d'une aide constante au quotidien. Léa ne travaille pas pour s'occuper de lui. La MDPH évalue le besoin d'aide humaine d'Arthur à 198 heures par mois et lui attribue une PCH aidant familiale de 1183,46 par mois en raison du plafonnement de la PCH aidant familiale. Faut-il faire un recours? Non, car la PCH aidant familiale est effectivement plafonnée. Oui, car le plafond qui s'applique est le plafond majoré à 1420,15 €. Il devrait donc percevoir 1420,15 €. Oui, car le plafond qui s'applique est le plafond majoré, 1415, donc 198 heures, plus multiplié par 6,89, 1364,22. Alors, je vous lance en espérant que ça marche cette fois. Je vous laisse réfléchir et répondre. On a décidé.
Alors, on arrête. Tac, tac. Partagez les résultats, vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Odile? Enfin bref, donc quelqu'un pense que C'est bon, pardon. ouais, que Je la l'ai pas PCH entendu. aidant familial est effectivement plafonnée. Alors c'est vrai en partie, mais pas à ce tarif-là. Oui, car le plafond qui s'applique est le plafond majoré, donc elle devrait percevoir 1420, sauf qu'en fait, quand on calcule le nombre d'heures avec 6,89, c'est-à-dire le vrai tarif, on est seulement à 1364,22, donc on ne dépasse pas le plafond. Donc c'est bien le plafond qui s'applique. Hop. Alors, on espère qu'on a bien fermé celui-là. Alors, comment argumenter en cas de refus de PCH? Alors, pour être éligible à la PCH, comme vous le savez sûrement, si vous avez suivi les précédents, il faut avoir deux difficultés graves ou une difficulté absolue sur l'un des 4 domaines suivants. Donc, entretien personnel, se laver, aller aux toilettes, s'habiller, prendre ses repas. Mobilité, se mettre debout, marcher et pouvoir prendre avec ses mains. Communication, parler, entendre, voir. Tâches et exigences générales, relation avec autrui, donc s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement avec autrui, et depuis le 1er janvier 2023, entreprendre des tâches multiples notamment. Si la PCH est refusée, il faut donc détailler les difficultés de l'enfant par rapport à un enfant du même âge sur ces domaines-là. Donc, pour vous aider à situer votre enfant par rapport à un enfant du même âge, vous pouvez consulter le guide PCH, PDF, ARMSN. Vous recevrez le support, comme je l'ai déjà dit, et je le répète. Alors, peut-on contester le taux d'incapacité? Donc, comme on appelle le TI. Donc, le TI, c'est soit inférieur à 50%, soit de 50 à 79%, soit au-delà de 80%, donc 80% et plus. En fait, le taux d'incapacité, c'est les médecins qui le définissent et on ne peut pas le contester même en CDAPH. Donc, on peut des fois se dire oh, tout de même, d'être sûr, pas plus. Bon, on argumente rarement, moi, hein, pour ne rien vous cacher. Donc voilà, mais normalement, on n'a pas le droit de le contester. Et comme on a une médecin-chef assez bienveillante et qui veut bien reconnaître que de temps en temps, ouais, c'était un peu court, là, on peut le mettre là, voilà. Donc, on ne conteste pas le TI en soi, on conteste ce dont le TI vous prive. C'est-à-dire qu'on vous a refusé l'AEH parce que votre taux est inférieur à 50%, ou on vous a refusé la carte mobilité inclusion invalidité parce que le taux d'incapacité est inférieur à 80%. Donc, vous allez contester des droits qui ne s'appliquent pas à cause du TI qui vous a été accordé. OK? Alors, un petit quiz. Justine a un fils, Adam, qui a des troubles 10. Elle a demandé l'AEH pour pouvoir payer ses séances d'ergothérapie d'un montant de 180 € par mois. Le taux d'incapacité d'Adam a été reconnu à moins de 50%. L'AEH a été refusée. Comment Justine doit-elle argumenter son recours? Justine doit réexpliquer qu'elle a des frais de 180 € par mois et donner ses devis, voir ses factures. Justine doit expliquer en quoi Adam a des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, cette gêne étant soit concrètement repérée dans sa vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique par rapport à un autre enfant de son âge. Justine peut faire référence au guide CNSA sur les troubles 10 qui indique que même si le handicap n'a de retentissement que sur les apprentissages et pas sur la socialisation, mais qu'il entraîne des contraintes de prise en charge, un taux de 50% peut être reconnu le temps de réaliser ces prises en charge. Donc, on va lancer ce quiz. Normalement, vous devez pouvoir voter. Je vous laisse faire. On a omis de dire que ça dépend des MDPH, hein, mais
Ça, vous le savez, c'est pas exactement partout pareil. Je sais, c'est pas juste. Il faut se battre plus dans certains endroits que dans d'autres. Bon, on va considérer que vous avez répondu. On partage les résultats. Normalement, vous devez les voir. Et je vous mets la réponse. Donc, effectivement, il faudrait expliquer en quoi, non, des troubles importants. Alors, on parle d'une jeune dans sa vie sociale. En fait, ça peut être sa vie familiale. Souvent, on l'oublie avec nos petits loulous pas trop atteints. Mais en fait, on a mis des affiches partout pour pas qu'ils oublient ça, pour qu'ils se lavent dans ce sens-là et pas dans l'autre, pour qu'ils n'oublient pas ci et ça. Et donc, ça, c'est dans la vie familiale. On a oublié que pour un dyspraxique, ça fait longtemps qu'on n'achète plus de la viande à couper parce que sinon, c'est le carnage, hein, qu'il n'y arrive pas et qu'il s'énerve. Voilà. Et puis, dans la vie sociale, c'est souvent difficile à retrouver, mais bon, un TDAH qui se fait virer d'un cours de machin, voilà, on trouve aussi. Hein. Mais effectivement, c'est ce genre de choses qu'il faut expliquer, c'est-à-dire qu'il faut sortir du scolaire pur pour voir toute la vie de l'enfant, parce que c'est à partir de la vie globale et complète que le taux va monter ou pas. Bon, Justine peut faire référence au guide CNSA sur les troubles 10, hein, qui dit que même si il ne dépasse pas 50% au niveau du TI, il peut bénéficier transitoirement d'un taux de 50% le temps de payer les rééducations, ce qui est admis dans certaines MDPH. Hein. Dans ce cas-là, c'est écrit clairement dans votre notification. AEH, je sais pas, peu importe, complément 1, le temps des rééducations. Donc, c'est clairement écrit. Vous savez qu'il va descendre après. Voilà. Ensuite, on va bientôt arrêter les quiz. Là, après, c'est moi qui vais travailler. Mais il y en a encore un petit peu. La MDPH a accordé à Gilles la CMI invalidité avec mention besoin d'accompagnement. En revanche, elle lui a refusé la CMI stationnement. Comment argumenter un recours pour obtenir la CMI stationnement? Donc, indiquer que Gilles a un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, parce que c'est là-dessus que la CMI stationnement est basée surtout. Indiquer que Gilles a besoin d'accompagnement par une tierce personne dans ses déplacements, comme cela a été reconnu par l'attribution de la CMI invalidité avec mention besoin d'accompagnement. Donc, poum, poum, poum. Normalement, il est terminé. Celui-là, ça doit être bon. Je vous fais jouer. Tac, tac. Ça devrait marcher. Voilà qui vote. Donc, ça marche. C'est un bon début. Si bien que vous avez tous eu le temps de répondre. Donc, je partage les résultats. Tac. Donc, la plupart pensent que cela réduit. Youp. Alors, en fait, les deux sont vrais, hein, puisque le fait que ça réduise sa capacité de déplacement à pied, c'est-à-dire que il peut marcher, mais seulement accompagné, en fait, et donc il faut appuyer sur les deux aspects, sachant que le fait qu'il se déplace avec quelque chose, c'est-à-dire soit une canne, soit un machin, rentre dans, ou avec quelqu'un, donc d'autant plus rentre dans la CMI stationnement. Voilà. Tac. On va passer au recours. Ça va, on n'a pas trop à la bourre. Impeccable. Alors, donc, comme vous le savez, il faut toujours faire un recours administratif préalable obligatoire si on veut poursuivre après, mais c'est surtout parce que des fois, on a une chance que ça marche. À Paris, on a à peu près moitié de rapports qui sont favorables. Donc, sachant qu'il y a des gens qui font des rapports à tort, et puis d'autres qui sont partenus quand même. Mais moitié, une chance sur deux, c'est pas mal quand même, ça vaut le coup. Hein. Donc, quand on conteste une décision de la MDPH, de la CAF ou du conseil départemental, on ne peut pas saisir directement au tribunal. Il est obligatoire de faire un recours administratif préalable
obligatoire. Donc, dans les 2 mois qui suivent la réception de la décision. L'administration a ensuite 2 mois pour répondre à votre recours préalable. Donc, c'est clair que plus vous l'envoyez tôt, plus la décision devrait être prise rapidement. Si vous attendez déjà les 2 mois pour envoyer un truc qui va être statué que dans 2 mois, forcément, ça fait 4 mois, alors que si vous l'envoyez dans les 15 jours qui suivent, ça fait 2 mois et demi, c'est mieux. Après 2 mois de silence, donc vous pouvez considérer que c'est un rejet tacite, la même chose que pour les 4 mois de la MDPH, et vous pouvez saisir le tribunal. Vous pouvez aussi attendre que l'administration statue sur votre recours préalable et saisir le tribunal si vous n'êtes pas satisfait. C'est-à-dire que soit au bout de 2 mois, vous dites qu'ils ne m'ont pas répondu puisque c'est ça, je vais au tribunal. Soit ils ne m'ont pas répondu, mais c'est parce qu'ils tardent comme d'habitude. Et si j'attends, avec un peu de chance, je devrais avoir une réponse positive, ça m'évitera d'aller au tribunal. C'est un peu lourd quand même. Voilà, c'est à vous d'évaluer un peu ça, puis ça dépend aussi du temps que vous avez, c'est-à-dire que on peut attendre une carte d'invalidité, on peut moins attendre une AESH ou de l'AEH pour payer les séances de rééducation. Alors, tuc. Oui, mais je crois que c'est le dernier. Alors, la MDPH a refusé votre demande de carte mobilité inclusion, mention invalidité. Auprès de qui devez-vous faire votre recours? Un rapport auprès de la MDPH, puis un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire, un rapport auprès du conseil départemental, donc il s'agit d'une carte mobilité inclusion, puis le recours contentieux auprès du tribunal administratif, le rapport auprès du conseil départemental, puis le recours contentieux auprès du tribunal judiciaire. Alors, bon, on est d'accord, c'est difficile. Si vous êtes venu là, c'est que vous n'avez pas besoin de cette formation. Auquel cas, bon, vous avez la réponse. Pour les autres, ça peut être un peu compliqué. Donc, je lance ce sondage. Je vois qu'il y en a qui savent, en tout cas qui répondent. Je vous laisse faire. Vous avez le droit de taper au pif aussi. Alors, donc, c'est une carte mobilité inclusion qui est donnée par... Allez, on arrête, on partage les résultats. Normalement, vous les voyez. Et je vous donne la réponse. Et alors, donc, les cartes mobilité inclusion, c'est auprès du conseil départemental. Et donc, déjà, le RAPO, c'est le conseil départemental. Ça, c'est une certitude. Inutile de l'envoyer à la MDPH qui vous dira qu'elle n'est pas concernée et qu'elle sert. À la fin de chaque CDAPH, la représentante du conseil départemental signe les décisions de carte. Bon, des fois, il y en a 455, hein, mais non, on fait une signature globale, mais en tout cas, elle les signe effectivement. Et puis, il faut faire un contentieux auprès du tribunal judiciaire, en fait. Mais on vous le donne dans la page suivante et vous pourrez vous y référer quand vous en aurez besoin. Parce que effectivement, ça n'apparaît pas de façon très claire pour tout le monde qui est responsable de ça et qui est quoi, et voilà. Donc, quand on fait un rapport, la plupart des rapports qu'on fait, c'est la MDPH, mais de toute façon, normalement, c'est écrit sur votre notification. Et à la fin, il y a écrit, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire un rapport A. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre ce qu'on vous dit. Et donc, vous avez 2 mois pour le faire. Et ils ont 2 mois pour vous répondre. Et puis, s'ils ne respectent pas tout ça, on s'organise autrement. Hop. Donc, le recours préalable obligatoire. Obligé, quoi qu'il arrive. Si vous craignez une décision défavorable et que vous voulez raccourcir les délais de recours, vous pouvez donc envoyer un rapport au bout des 4 mois parce que si vous considérez que c'est un rejet tacite de votre demande, d'une part parce que vous n'avez pas trop le temps d'attendre, comme je l'expliquais tout à l'heure, et vous pouvez donc envoyer un recours préalable préventif, en fait, puisque la décision n'est pas arrivée.
Sauf que quand l'expiration, quand la MDPH va vous répondre, vous allez considérer qu'elle répond à votre recours. Et si ça ne convient pas, vous pourrez saisir directement le tribunal sans attendre. Donc, vous aurez gagné au moins 2 mois, puisque à 4 mois, donc je réexplique parce que c'est un peu compliqué, quand même pour moi. À 4 mois, vous pouvez faire un recours donc, parce qu'ils ont dépassé les 4 mois et que ce n'est pas légal. Vous le faites juste à 4 mois, donc ils ont 2 mois pour vous répondre. Au bout de 2 mois, ils ont pas, non même pas, je dis ça n'a rien à voir. Vous pourrez considérer que donc c'est quand ils vous envoient la réponse, même si c'est à 5 mois du début, vous allez considérer que c'est la réponse à votre rapport que vous venez d'envoyer il y a un mois. Et donc, vous allez pouvoir passer directement au tribunal si ça ne vous convient pas et si vous sentez que la MDPH ne va pas vous accorder ce que vous avez demandé parce que vous la connaissez bien, parce que vous avez d'autres copains à qui c'est arrivé et parce que ce type de demande, on ne gagne que devant le tribunal quand on gagne. Voilà. Donc, c'est effectivement une histoire stratégique, hein. Donc, on rappelle que le délai court à partir de l'envoi, c'est-à-dire vous envoyez votre dossier en LRAR et vous recevez la réception donc, datée de telle date, donc 1er septembre 2023. Votre dossier a été reçu par la MDPH d'après votre reçu. Le 1er janvier 24, vous n'avez pas de réponse de la MDPH, donc vous déposez un recours administratif préalable. Le 30 janvier, la MDPH vous répond, mais ça ne vous convient pas, et donc vous estimez que vous pouvez aller au TJ parce que la MDPH, vous allez considérer que la MDPH vous répond à votre rapport. Alors que sinon, si vous n'aviez pas envoyé ça à 4 mois, il vous envoie une réponse à 6 mois qui dit gna gna, vous ne l'aurez pas, et vous faites un rapport à 8 mois. Et bon. Alors après, les tribunaux judiciaires, ça dépend, on peut avoir de la chance et que ça soit traité très vite. Ou pas de chance et il faut attendre un petit peu. Ça dépend des tribunaux, ça dépend de leur fonctionnement, ça dépend de quand vous arrivez, puisque on sait que, par exemple, je crois que c'est à Paris, ils font une journée tous les recours LDPH des enfants. Et donc, si vous arrivez l'avant-veille, eh ben, vous allez passer très très vite. Et si vous arrivez alors qu'ils viennent de traiter toute une séance de repos enfants, eh bien, vous allez du coup devoir attendre qu'il y en ait un tas suffisant pour refaire une séance. Voilà, donc là, c'est pile ou face, on ne sait jamais à l'avance. Vous pouvez téléphoner à votre tribunal quand même pour savoir quels sont les délais en gros. Mais de toute façon, si vous n'avez pas eu satisfaction, bon, moi je pense que quand on a fait un rapport et qu'on n'a pas eu satisfaction, ça ne sert à rien de refaire un nouveau dossier. Il y en a qui ont envie de faire un nouveau dossier. Bon, alors, s'ils ont des documents plus importants à mettre dedans, ok. S'ils ont trouvé de l'aide alors que le premier dossier était monté un peu à l'arrache, ok. Mais sinon, enfin, je veux dire, quand votre LDPH vous a répondu non 2 fois, bah, faut aller voir ailleurs parce qu'ils ne vont pas changer d'avis. Sauf, je vous dis, s'il y a vraiment des documents en plus. Donc, pour saisir le tribunal judiciaire, donc c'est toujours écrit aussi dans votre notification, vous devez faire un rapport, puis après le rapport, vous pouvez saisir tel tribunal pour contester cette décision. Donc, le tribunal judiciaire, c'est sans avocat. Vous pouvez vous faire accompagner en audience par un avocat si vous le voulez, mais il faut le signaler à l'avance. Donc, quand vous déposez votre recours, vous dites je serai accompagné. L'intérêt d'avoir un avocat, c'est qu'il va faire le travail à votre place et qu'avec un peu de chance, il s'y connaît un peu parce que c'est pas si simple de trouver des avocats qui connaissent bien ce droit-là, mais on peut y arriver quand même. Et il va utiliser tous les moyens qu'il connaît pour vous aider. En tout cas, il faut rédiger quand même un recours argumenté, se présenter à l'audience avec la personne handicapée, parce que, comme on le voit aussi en audition en CDAPH, ça peut changer beaucoup. Donc, nous, en CDAPH, quand on a une audition, le médecin qui a étudié le dossier nous fait une présentation globale des troubles, des besoins, des machins, et après, la personne entre soit seul, soit avec quelqu'un d'autre.
Et d'un seul coup, la présentation qu'on nous en a fait nous semble un peu légère, on va dire. Et en fait, c'est souvent, pas forcément la faute du médecin hein, qui a vu les choses de manière minimale, mais c'est surtout parce que les dossiers sont souvent très mal remplis, très mal, ou alors effectivement, enfin, quand vous demandez une audition, en général, ils regardent votre dossier de manière un peu plus attentive, c'est-à-dire qu'ils passent un peu plus de 20 minutes dessus, contrairement à ce qu'on a dit au début. Mais effectivement, la présence, c'est vraiment un truc très important. En tout cas, moi, je recommande aux gens, bon, à Paris, on reçoit des gens, hein, donc il ne faut pas hésiter à venir exposer votre situation et les difficultés que vous rencontrez. Donc, pour faire appel, par contre, d'une décision du tribunal judiciaire, si le tribunal judiciaire ne veut pas vous l'accorder non plus, vous pouvez faire appel auprès de la cour d'appel. Mais là, par contre, il vaut mieux y aller avec un avocat parce que, franchement, en appel, si l'avocat, si vous êtes seul, il y a plein de choses que vous ne savez pas parce qu'on ne peut pas avoir fait, comment on dit, droit pendant 5 ans ou 6 ans pour avoir appris des choses que si vous l'avez pas, à moins que vous soyez juriste, hein, vous avez le droit. Mais bon, c'est mieux, hein, c'est possible, mais c'est mieux. Donc, on met des modèles de recours à votre disposition contre les décisions les plus habituelles, on va dire. Donc, quand on fait un recours concernant un complément d'AEH, donc on a un modèle de RAPO et un modèle de recours au tribunal judiciaire aussi. Donc, vous pouvez vous appuyer dessus. On peut faire un rapport donc, contre une décision de la MDPH concernant le nombre d'heures de PCH aide humaine, il y a un modèle aussi, et le rapport contre une décision de la MDPH relative au tarif de la PCH aide familiale. Donc, tout est expliqué, vous n'avez plus qu'à copier ou presque, à remplir les trous, et le rouge plutôt, et voilà, votre recours est monté assez rapidement. Bon, après, on a quand même intérêt à personnaliser un petit peu, parce que c'est ça qui va faire pencher la balance ou pas dans le sens où si vous avez des arguments simples, hein, ne vous lancez pas dans 12 pages non plus, mais parce que c'est comme partout, tout le monde est un peu débordé, il faut faire des choses simples, bien classées, avec des titres, des sous-titres et des trucs, voilà, pour que ce soit plus facilement lisible. Alors, on peut avoir aussi besoin de faire un recours contre des décisions qui sont liées à l'application. Par exemple, on vous refuse le versement de la majoration parents isolés. Donc, on a bien dit tout à l'heure, la majoration parents isolés, c'est à partir du complément 2, si on est maman solo, bien sûr, et si on a réduit son temps de travail. Donc, on peut faire un recours auprès de la commission de recours amiable, ça s'appelle CRA, ça nous rappelle autre chose, mais ça s'appelle commission de recours amiable de la CAF, et après, si ça ne fonctionne pas, un recours contentieux devant le TJ. En général, la CAF entend. Alors, la CAF, je pense que vous le savez tous, hein, mais c'est quelquefois très compliqué quand même. Il faut sans arrêt. On n'a pas les mêmes informations d'un agent à l'autre. Donc, n'hésitez pas à passer par la CAF, par le CRA de la CAF, parce que quand même, vous avez plus de chances qu'on sache lire votre dossier que l'agent que vous avez au téléphone, ou même celui que vous rencontrez. Des fois, celui que vous rencontrez, c'est mieux. Mais franchement, au téléphone, on peut avoir des informations très divergentes. Donc, vous avez donc des rapports avec des modèles dans le cas où vous percevez un complément d'AEH et dans le cas où vous percevez la PCH. Alors, il y a des MDPH hein, qui disent quand vous avez la PCH, vous n'avez pas droit au MPI. Bon, si, pourquoi? Voilà, mais il y a des CAF qui vont répondre ça. Donc, il faut sans arrêt chercher et faire des recours si besoin. C'est dur, mais c'est la vie. Heureusement, ils nous ont simplifié les démarches. Je rigole. Merci de votre attention. On va voir vos questions. En plus, j'ai été assez vite, trop vite sûrement, donc vous allez avoir plein de questions parce que forcément j'ai été trop vite. Sur le temps d'attente de faire un enregistrement. Oh. Alors, la MDPH, elle donne un nouveau document pas officiel, hein, parce que sur le temps d'attente, je vois des très rallongés en ce moment. Ça dépend des départements. Il y a des départements qui fonctionnent encore à peu près, mais
c'est pas officiel, quoi. Je veux dire, la loi, c'est 4 mois, c'est 4 mois. Alors, Oriane m'a dit, là, je regarde un peu vos commentaires. Le recours amiable à la CAF, c'est vous passez par le CRA, c'est-à-dire la commission de recours amiable, voilà, de la CAF. Vous intitulez ça sur votre courrier et ça va être traité par la commission de recours. Bon, à Paris, j'ai un peu plus loin à ma gauche, parce qu'en ce moment, je suis en train d'accueillir des nouveaux, donc je me suis un peu éloignée d'elle, mais j'ai la nana de la CAF qui siège en CRA et bon, ça, enfin, d'après ce qu'elle me dit, ça fonctionne bien, ils sont bien, tout ça. Mais bon, c'est elle qui me le dit, mais ça vaut le coup en tout cas, parce que à la CAF, vraiment, il y a des fois, on se demande hein, si ils ont été formés ou pas. Bon, voilà, MDPH aussi des fois. Alors, Alors, on n'a pas eu de questions. Ah si, elles sont là. Je les avais pas vues. J'étais restée dans répondu. Il y en a 4. Donc, il y avait Emmanuel qui demandait ce délai est-il valable pour les adultes? Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux nous redire de quel délai il s'agissait? Ah, ce délai de 4 mois pour les décisions de la MDPH en général, oui, c'est enfant ou adulte, le délai de 4 oui, mois. oui, oui, Si ta question portait c'est sur la le même délai loi pour tout le des monde. décisions MDPH, si c'était une autre question, tu peux nous réécrire. Alors, je vais défiler parce que je n'ai pas eu le temps de regarder ce que vous disiez, hein, je vous dis. La MDPH de Paris, quoi. Délai à 1 an pour la EH, ouais, ça arrive. C'est un scandale. J'ai honte. Bon, j'ai honte, c'est pas moi qui le fais, hein, mais on a pris énormément de retard. Alors, ils disent qu'ils ont des problèmes de recrutement, que les gens ne veulent pas travailler à la MDPH. Et pour ne rien vous cacher, là, on a changé de directrice de la MDPH. Bon, l'autre était trop carré, celle-là, pas trop, hein. Et il y a 3 personnes notamment qui étaient hyper importantes à la MDPH, qui étaient là depuis 15-17 ans et qui sont parties là pendant l'été ou juste au début de l'automne. Et je pense que ça ne va pas tellement s'arranger. C'est des gens qui connaissaient la MDPH par cœur, qui connaissaient tout le monde, enfin, qui avaient pris 15 ans pour apprendre. Et là, je ne sais pas, mais j'ai des doutes. J'ai exprimé mes doutes. On m'a dit, mais non, pas du tout. Les autres savent, ouais, ouais, bien sûr. Euh, Effectivement, à la MDPH de Paris, on a pris un grand coup là parce qu'ils nous ont présenté le rapport d'activité de 2022 en annonçant 4 mois et quelque chose de moyenne, hein, c'est des moyennes. Donc, c'est des moyennes sur tout. Donc, par exemple, un renouvellement de carte de stationnement, peut-être pas de carte de stationnement, mais une carte de priorité va être traitée en 15 jours, hein. Donc, mais bon, bon, maintenant, on fait beaucoup de SLD quand même pour les cartes de priorité, Donc, pour les SLD sans limitation péages, pour de un durée. certain nombre de choses comme ça. Alors, je pense qu'il faut que tu Euh, expliques, pour le reste, Manel. le retard augmente en ce moment, c'est clair. La semaine dernière, 4-9, j'ose à peine y croire. On avait aussi tout un tas de dossiers qui s'étaient retrouvés perdus. On n'a pas bien compris pourquoi, mais donc on avait des dossiers de 2020 qui remontaient, 2021. Toutes les semaines, on en retrouvait. Voilà. Bon, bref. Donc là, il y a visiblement des problèmes de recrutement de médecins, de psychologues et d'agents d'accueil. C'est pourquoi ils ne répondent qu'à 18% des appels. Donc n'appelez pas. Envoyez un mail. Ils ont fait un effort sur les mails. Ils disent qu'ils sont à moins d'une semaine pour répondre aux mails. Donc plutôt les mails, à Paris en tout cas, parce que le téléphone, ça marche effectivement pas. Bon, en même temps, avoir toute la journée des gens qui disent j'ai envoyé le dossier il y a 6 mois, il n'est toujours pas traité, où est-ce qu'on en est, ça tente personne, quoi, c'est clair, ou alors il faut les payer très très cher, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, voilà. Donc, essayez ça, plutôt le mail sur Paris. Là, donc, tu m'entends? Ouais. Ok. Il y a une maman qui demandait, bon, on va essayer de pas trop centrer tout sur Paris, hein, mais il y a une maman qui demandait si
les compléments 6 dérogatoires étaient encore donnés à Paris et c'est devenu beaucoup plus rare Oui, qu'auparavant, oui, quoi. oui, beaucoup plus rare. Et oui, parce que Au- il faut uniformiser, qu'ils disent à la CAF, à la CNSA, et donc pour uniformiser, bah, Paris qui était plutôt généreux parce que bah, c'est vrai, on avait de l'argent, quoi, faut pas le cacher, beaucoup plus que dans le 93, donc on pouvait se permettre d'être généreux. Donc là maintenant, on est en train de se remettre donc un complément plus logique par rapport au texte, disent-ils. Donc le complément 6 à titre dérogatoire, c'est de plus en plus rare. Même le complément 6, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ça veut dire des soins jour et nuit, des soins, pas seulement de la surveillance, pas un môme qui se réveille 2 fois par nuit, 3 nuits par semaine. Donc voilà, quoi, c'est devenu quand même, heureusement, enfin je veux dire que tout le monde n'a pas ce genre de soucis, mais pareil, donc pour les frais du CEREN, par exemple, les frais d'AESH privé, où on avait quelquefois des C6 en fonction des frais, tout ça. Maintenant, le CEREN, c'est C4, hein, pas plus. Voilà. Euh, la réponse depuis 9 mois à Paris, oui, ça ne me surprend pas parce que je vous dis, je pense que je ne vais pas le dire, mais si, je pense qu'on nous ment et que ce n'est pas exactement les chiffres qu'on a, parce qu'à chaque fois, je fais la grimace, donc bon, mais on en a marre, mais non, non, il faut relancer par mail en disant, voilà, j'ai fait ça, j'ai besoin de ça, parce que, gna gna, et bon, ils ne sont pas méchants, hein, MDPH de Paris, ils sont surtout débordés, je pense, et ils n'arrivent pas à survivre. Alors bon, moi j'ai un peu de mal à comprendre hein, parce que on a quand même notifié depuis un peu plus d'un an beaucoup de sans limitation de durée. Donc c'est des dossiers qui ne doivent pas revenir normalement. J'en pêche 3 ou 4 chaque semaine parce que la machine a remis, par exemple, quelqu'un demande, il a perdu sa carte ou il est passé dans la machine à laver, enfin peu importe, sa carte de stationnement et il leur demande, la machine va le ressortir jusqu'à la fin de sa notification précédente. Alors que si on regarde de plus près, on voit qu'on peut donner un sans limitation de durée. Il a 80 ans, la situation ne va pas s'améliorer, enfin voilà quoi. Mais effectivement, il y a aussi des trucs qui sont entraînés par la machine qui traite avec le dernier truc. Bon, bref. Euh, je n'ai plus bénéficié de l'aide parents isolés pendant 1 an et demi. La CAF m'a répondu qu'il n'avait pas d'accord de la MDPH pour verser cette aide. Des personnes de la CAF. Ah, bah, écoutez, oui, vous pouvez toujours essayer. Hein, de toute façon, qui n'essaie rien n'a rien. Donc, vous pouvez essayer de saisir l'ACRA. Vous avez bien vérifié que vous aviez une diminution du temps de travail parce il faut quand même l'avoir. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut que ça rentre dans les clous, quoi. Mais effectivement, tenter le coup, on ne sait jamais. Je ne sais pas s'il y a. Bon, je pense que ça doit être 2 ans les recours au maximum, quoi. Alors, ça dépend ce que vous aviez demandé et quand. CRL, ça veut dire quoi? Ah, c'était Sérène, oui, je À mon pense. avis, c'était Sérène, oui. Ouais, Oui, ouais, oui. sûrement. Euh, ouais, ah non, bah oui, j'ai honte. Hein. Mais vraiment, enfin, je traîne pas trop dans les bureaux, mais je vais pas tarder à y aller parce que je me suis fait élire à la COMEX. Et je vois pas bien ce qui se passe derrière, mais très honnêtement, les gens qu'on voit qui sont de la MDPH font vraiment de leur mieux, visiblement. Bon, il y en a, on les repère vite, hein, qui sont un peu braques, qui appliquent les textes très rigoureusement et qui sont un peu énervants des fois. Mais bon, on a l'habitude, on les voit arriver. Mais sinon, je pense pas que c'est la mauvaise volonté, c'est qu'ils sont complètement débordés. Pas sûr qu'ils aient, je veux dire, ils aient l'organisation la plus efficace, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, normalement, la MDPH, alors c'est pareil, la MDPH n'a pas à dire à la CAF qu'elle a droit
au supplément parents isolés. La MDPH n'a pas à dire à la CAF que l'enfant a droit à des transports adaptés parce qu'il est en Ulysse ou parce que je ne sais pas quoi, sauf que c'est en fait, par exemple, le département qui va demander à la MDPH si l'enfant est bien handicapé malgré le certificat médical. Enfin, normalement, ça ne devrait même pas être. Enfin, voilà, le texte sur les transports d'enfants, c'est le conseil départemental qui doit le prendre en charge sur un certificat médical qui dit qu'il ne peut pas prendre les transports en commun. Point. Ça n'a rien à voir avec la MDPH. Bon, je me suis aperçu qu'à Paris, ils le faisaient aussi, parce qu'un jour, dans un listing, j'en ai surpris un. On avait oublié d'enlever. Mais, mais voilà, bon, ils le font quasi partout, mais ça n'est pas légal. C'est-à-dire que ça ne correspond pas au texte. Euh, donc, il faut contester à chaque fois. Alors, pour les AESH individuels, depuis mars, ah oui, c'est dommage, hein. Ils en ont passé pas mal là, à la rentrée. Pourtant, on a travaillé tout l'été, hein. On n'a pas eu pas un seul mardi de congé. Il faut rappeler en donnant votre numéro de dossier et insister pour que votre dossier soit traité. En général, ils essaient de faire au mieux, hein, vraiment, mais voilà. Si on ne se signale pas, je sais que j'avais obtenu ma RQTH au bout de 14 mois. À l'époque, je ne savais pas, hein, mais si j'avais su, je les aurais relancés plus tôt. Il ne faut pas hésiter à relancer. Donc, pour Paris, c'est par mail parce que le téléphone ne répond pas. Et puis, en plus, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Alors que les mails, ils ont fait un gros effort là. Et donc, a priori, ils répondent assez rapidement et ils font ce qu'il faut. Bon, il y a beaucoup de formations à la MDPH, hein, donc normalement les gens sont briefés et ils savent, mais on voit encore, bon, par exemple, il y a combien? C'était décembre 2019, la loi sur l'AEH qui devait être d'au moins 2 ans pour un TI 50-79 et au moins 3 ans pour un plus de 80%. Donc c'était décembre 19, 20, 21, 2020-2021. Presque toutes les semaines, j'ai relancé en disant ça, c'est pas légal, ça, c'est pas légal, ça, c'est pas légal. Ils ont fini par tous comprendre. J'ai regardé l'autre fois, pas trouvé un seul, dis donc, qui sortait du cadre. Mais voilà, il faut aussi qu'il y ait des gens sur place qui poussent à la roue parce que ben, on ne voit pas tous les dossiers, donc heureusement, parce que moi, je ne pourrais pas faire ça, enfin, ça me prendrait la semaine tout le temps, quoi, mais, donc, il n'y a aucun texte, à ma connaissance, Odile, tu diras, qui dise que la CAF doit recevoir un truc de la MDPH pour dire qu'ils ont droit au MPI ou pas. Non, effectivement, ça doit être quelque chose d'automatique à partir du moment où les conditions sont remplies, c'est-à-dire qu'on est parent isolé et que c'est bien indiqué sur la notification MDPH que le complément est donné pour une diminution du temps de travail ou pour l'embauche d'une tierce personne. Si c'est juste pour frais, effectivement, c'est pas suffisant, mais normalement, à partir du moment où vous remplissez les conditions, la CAF doit donner la Ouais. MPI automatiquement. Et même d'ailleurs, si on a la PCH, Dans comme ces dit. cas-là, quand on vous répond ça, pouvez leur répondre que bah, ils n'ont qu'à vous citer le texte où c'est écrit. Les calme un peu. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de texte et que voilà, c'est encore une manie qui a été dite dans le service pour retarder ou je ne sais pas quoi. Mais enfin bon, c'est une solution. Alors, qu'est-ce que tu avais répondu aux questions ou on les attaque tranquillement? Non, je te laisse y répondre comme on a le temps, hein. Donc, Donc, voilà. on a dit tout à l'heure, donc le délai de 4 mois, c'est pour tout le monde, hein, enfants comme adultes. Donc, vous pouvez aussi envoyer, si c'est pour un adulte, vous pouvez aussi envoyer un rapport au bout de 4 mois en disant que, comme en absence de réponse, eh bien, on vous refuse. Et donc, voilà. Alors, les rapports pour un refus d'AESH, on a ça ou pas? Non, on n'a pas, mais enfin, voilà, à chaque fois que vous avez un problème sur un sujet particulier, il faut taper texte législatif AESH. Et vous allez trouver les textes qui accordent, enfin, qui donnent les droits à AESH et dans quelles circonstances. Donc, l'AESH, il faut déjà que vous ayez
si possible, c'est mieux, dans votre GEVASCO, un mot qui dit que l'enseignante, notamment, pense que l'AESH, c'est bien, qu'elle a besoin, parce qu'elle ne peut pas prendre en charge votre enfant 24 sur 24, vu qu'elle en a 29 autres. Donc voilà, le mieux, c'est de se battre au niveau du GEVASCO d'abord. Ensuite, donc, vous piochez dans tous vos bilans pour montrer qu'elle est en difficulté pour ça, nanana, nanana. Donc, vous listez toutes les difficultés qui font qu'elle a besoin d'une aide humaine. Donc, on rappelle, pour une aide humaine individuelle, c'est besoin d'une aide soutenue et continue. Donc, l'AESH ne peut s'occuper que de votre enfant pendant les heures où il est notifié. Et mutualiser ses besoins d'une aide ponctuelle avec d'autres. Mutualiser, à Paris, ils disent qu'ils donnent 8 heures, c'est faux. Maxi 6 heures, et quand il y en a une, bon, à Paris, là, ils m'ont beaucoup énervé parce qu'ils ont très mal fait leur recrutement, encore une fois. Enfin, encore une fois, oui, si, encore une fois, parce que ça fait la deuxième fois que ça arrive à mon fils, qui veut se présenter comme AESH et que finalement, ils ne l'ont même pas appelé alors qu'ils avaient déjà donné le collège et tout ça. Enfin bon, bref. Du coup, il a pris un boulot d'AED, puisque là, ça va plus vite, c'est réglé directement avec le AED, c'est surveillant, hein, et que ça se fait effectivement directement avec le responsable d'établissement. Et puis, il va se tourner vers la SH autrement, il va se former, et c'est pas plus mal comme ça, mais voilà, ils ont grave merdé, quoi. Alors, on m'a accordé un taux de moins de 50. Donc, un repos, refus de modifier le taux, mais attribution de la carte Prio. Ah, c'est original. Donc, tribunal, j'attends la date de l'audience. Ouais. Alors, donc, moins de 50, on rappelle, il faut démontrer, pour passer au-dessus, que vous avez des conséquences handicapantes, aussi bien au niveau familial, vie quotidienne, sociale. C'est-à-dire qu'il faut sortir de... bon, pour les enfants, c'est scolaire, il faut sortir du scolaire, ça c'est clair. Pour les adultes, au travail, par exemple, vous avez une RQTH, donc Béatrice, normalement, voilà. La RQTH se donne y compris en dessous de 50%. Donc, il faut démontrer que vous n'avez pas seulement des problèmes au travail, que vous avez besoin d'un poste adapté, mais aussi dans la vie sociale, la vie familiale. Il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est toujours sur les conséquences handicapantes de vos troubles, pas sur votre diagnostic. Toujours sur les conséquences handicapantes du trouble qu'il faut démontrer que ces conséquences s'appliquent dans tous les domaines de la vie. Donc, si ça vous donne des idées pour le tribunal, vous aurez quelque chose à argumenter comme ça. De toute façon, AESH, Nathalie, comme Daniel, refus renouvellement d'AESH car attribution d'ordinateur. Non, c'est pas légitime, bien sûr, parce que c'est pas. Bah, ça, on n'arrête pas, hein, mais l'AESH ne répond pas à la même demande que l'ordinateur, mais il y a des DPH, effectivement, c'est l'un ou l'autre. Vous avez le choix, c'est l'un ou l'autre. Alors, il faut essayer de déterminer sur quel point l'AESH ne peut pas être remplacé par l'ordinateur. Donc, il faut chercher dans remotiver l'attention, lancer la tâche même, puisque souvent il y a des... Enfin, faut s'appuyer sur les syndromes des exécutifs, savoir lancer la tâche, organiser la tâche, rappeler... voilà. Mais bon, voilà, ils veulent pas, ils veulent pas. Donc là, si vous n'avez pas si vous avez encore un refus au RAPO, il faut aller au tribunal, quoi. Le tribunal va juger sur les textes. Alors que la MDPH a des accords avec l'éducation nationale, qui sont quelquefois de la pire espèce. Donc, ça fait 2 ans que j'en pleure à la MDPH de Paris, puisque il y a 2 ans, ils ont décidé que les ULIS n'étaient plus ouvertes aux enfants avec des niveaux faibles, alors que c'est en clair écrit dans la circulaire sur les ULIS. Hein. Donc, ils ont refait encore un tableau avec enfin, quel type d'enfant allait où. Donc, MA, MEA, ULIS,
Et bref, là, donc ils ont refusé de notifier les enfants pour une liste collège, surtout parce qu'en élémentaire, ça va encore. Et en collège, là, ils ont fermé la porte. Donc les enfants avaient droit à la notification IME, même si les parents ne l'ont absolument pas demandé et n'en voulaient pas. Et mais ça, c'est pareil, ils s'en tapent. Hein. Donc, parce que donc à Paris notamment, mais dans d'autres aussi, c'est la MDPH a des compétences particulières dans le domaine du handicap et donc elle décide que ce qui est le mieux pour quand ça commence comme ça, c'est jamais bon. Ah, voilà, le questionnaire de satisfaction que Odile vient de nous mettre, c'est parfait parce que souvent on l'oublie. Donc, la MDPH a des compétences particulières qui lui permettent de juger que ce serait bien pour votre enfant qu'il fasse ci, pour votre adulte même hein, d'ailleurs, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Donc, votre enfant, il serait mieux en IME, comme chacun le dit autour de vous. Et en tout cas, il ne va pas en Ulysse parce qu'il n'a pas le niveau, qu'il ne pourra pas être inclus, que patati que patala, ce qui était le cas avant. Hein. Donc, effectivement, ça surprend, mais c'est fréquent maintenant. Et donc, s'il ne va pas en IME, vu qu'il n'y a pas de place à Paris, notamment avant 5, 6, 7 ans, s'il est pris un jour, donc il va en classe ordinaire avec une AESH. Alors, à Paris, ils sont généreux. AESH individuel sur tout le temps scolaire, quand ils en trouvent, hein, parce que finalement, bon, un enfant qui n'a pas le niveau, qui va se retrouver en sixième, avec un niveau CE1, CE2, même moins, enfin bon, c'est évident qu'il ne va pas se plaire en classe ordinaire, même avec une AESHI qui tente de l'occuper un peu. Il va s'ennuyer comme un mort, foutre le bordel, et voilà quoi. Donc, ça veut dire maison, quoi. C'est des notifications qui vont se terminer en maison, j'en suis sûre. Alors, il y en a 3 qui ont réchappé en juin dernier parce que l'éducation nationale avait tellement merdé que du coup, ils ont voulu. Mais bon, l'année prochaine, je pense qu'ils n'iront pas. Hein. Mais l'éducation nationale avait noté les gens qui risquaient d'aller en. Comment ça s'appelle Ouf D'aller en Ulysse. Et donc, début juin, au mi-juin, ils ont accordé une place en Ulysse à ces enfants-là, ces 3 enfants-là. Et puis, une semaine plus tard, la MDPH leur a refusé l'Ulysse Collège. Et là, ils se sont sentis un peu mal quand même, parce qu'ils ont donné des espoirs aux familles. Et puis, une semaine après, eh bien, donc, nous avons voté en CDAPH qu'ils allaient en Ulysse. Mais c'est 3 cas particuliers pour lesquels on a récupéré les âneries de l'éducation nationale. Je pense qu'ils ne le font plus, donc il n'y aura plus de rattrapage. Mais je me suis battue pendant 2 ans. J'ai crié, pleuré, claqué la porte, rien eu à faire. Donc, en corollaire de ça, les Ulysses maintenant, dans certains endroits aussi, ont commencé une expérimentation qui veut que les enfants soient inclus en totalité pendant 15 jours, un mois ou toute l'année. Et ils ne vont Alors, il y a des endroits, c'est plus que pire, quoi. Puisqu'ils ne vont en Ulysse que sur les temps d'études, et encore, s'il y a quelqu'un en Ulysse, parce qu'il n'y a pas toujours, hein, parce qu'elle ne fait que 24 heures. Et même dans un département, on oblige les enfants à venir en plus pour pouvoir aller en Ulysse quand la cohorte d'eau est là. Alors bon, là, c'est abusé, quoi. Nos enfants, ils sont fatigables, on le sait bien. Donc, il faut se bagarrer pour pas que ça se fasse, mais c'est n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Bon, en Gironde, alors en Gironde, oui, en Gironde, d'après mes retours, je vois pas mal de gens qui ont des refus de principe au premier dossier. Pour voir s'ils vont s'acharner un peu. On teste votre persévérance. Donc effectivement, le TI, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le médecin qui le donne, point barre. Hein. Donc si en CDAPH, vous avez le médecin-chef qui ne sait sur rien, en tout cas pas sur ce sujet-là, vous n'obtiendrez rien. Quoi. À Paris, c'est parce qu'on a une médecin-chef qui est
assez intelligente et qui se rend compte des fois qu'on a bien raison et que là, ils ont été un peu durs. Donc, ça ne la défrise pas, si je puis dire, de revenir sur la position qu'ils avaient. Et donc, du coup, elle change le TI et on vote les trucs qui vont avec, quoi. Mais si ça ne marche pas, il n'y a pas le choix, hein. C'est tribunal et s'appuyer sur les textes. Alors, et puis y aller avec votre enfant. Alors, si on remplit tous les critères d'un complément, la MDPH a-t-elle intérêt à refuser la demande de ce complément au rapport, sachant que le TJ aura de fortes chances de valider cette demande? Alors ça, ça dépend des MDPH, c'est toujours pareil. Souvent, elles s'entêtent, disant comment j'ai bien jugé, je ne vous autorise pas à critiquer ce que j'ai décidé parce que c'est vrai, parce que c'est bon, parce que je ne sais pas quoi. Et bah là, vous allez au TJ, qu'est-ce que vous voulez faire contre des gens entêtés? Donc à Paris, comme je le disais, on est à 50-50 à peu près en moyenne. Des fois, on est un peu plus, un peu moins, mais mettons 45% d'accord sur des rapports. Donc on n'est pas complètement bouché. Et quand on fait un rapport, je pense qu'il faut demander à être auditionné, sachant qu'il y a des endroits où ils ne le permettent pas. Mais il faut se bagarrer parce que c'est un droit, hein. Alors, la MDPH 74, indiqué bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, faut assister. Désolée, Béatrice. Vous avez ce tableau de critères qui va dans quelle orientation? Là, j'ai pas compris la question. Alors, je pense que ça fait référence à ce dont tu parlais à la MDPH Paris, mais bon, c'est quelque chose d'un peu spécifique, hein, où le Ouais. rectorat a mis en place des tableaux pour dire tel enfant, tel profil d'enfant Ah devrait oui, 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 devenir oui. IME, tel profil Ouais, d'enfant non alors ça, c'est établi. interne. Donc, c'est une magouille qui a été fabriquée avec la précédente directrice de la MDPH et le rectorat. Donc, ils ont refait tout un travail pour faciliter les orientations, qu'ils disent, en fait, pour fermer la porte à des enfants. Donc, c'est sûrement pas national, ça c'est sûr. Parce qu'en tout cas, ils Et c'est pas regardent quelque ce chose qui est dit. d'officiel et c'est pas quelque chose qu'à mon avis, ils ont envie du tout de rendre public parce que ça correspond pas du Ouais. tout aux droits des enfants d'une manière plus générale à scolarité. Et surtout, enfin voilà, c'est mitonné en plein accord des deux partenaires, comme disait notre précédente directrice de la MDPH. Et on n'a rien eu à dire là-dessus, quoi, hein. Ils ont décidé que c'était comme ça. Alors, ça va quand même contre certains morceaux de texte. Par exemple, pour les ULIS, il est clairement écrit dans les ULIS que les enfants accueillis, y compris les enfants avec les acquis les plus faibles. Quand j'ai dit ça, j'avais 3 IEN ASH juste en face de moi. Je me mets en face de l'éducation nationale, c'est ma place. Et puis, ils ont la... Comme ça, on peut échanger des balles au milieu. Eh bien, elles ont répondu toutes les trois en même temps. C'est pas vrai. Attendez, c'est quand même trop fort. Voilà. Bon, bref, on va continuer à se battre parce que je pense pas que ça va. Voilà. Alors oui, on peut en faire remonter aux députés les problèmes si vous voulez. On a siégé au CNCPH là pendant 4 ans, 3 ans, je sais plus. Eh ben, c'est pas si simple, hein. Même quand ils écrivent des âneries et qu'on les reprend, c'est pas facile. Alors, la facture du bilan peut-elle être prise en compte? Vous pouvez tenter. Il y a des MDPH qui veulent bien prendre en compte les bilans qui ont été faits pour poser la difficulté donc, en cours. Il y en a d'autres qui ne veulent pas parce que tout ce qui est antécédent, ils ne veulent pas savoir. Ils prennent à partir de la date de dépôt de dossier. Alors, ce n'est pas la date de dépôt de dossier, on rappelle, c'est le mois qui suit la date de dépôt de dossier. Déposer un dossier le 1er janvier ou 2 janvier, on prendra en compte l'AEH et ses compléments à partir du 1er février. Mais on l'a déjà dit à une autre poste, même moi qui l'avais fait. Alors, ouais, bah, vous êtes à Paris ou pas? Parce que si c'est pas à Paris, ça va pas vous servir, un spectateur anonyme, puisque c'est vraiment un truc purement parisien, je pense. Et puis, qui peut changer encore, hein, mais bon. Oui, à savoir, les équipes ont complètement changé cette année hein, au rectorat.
Oui, on n'a plus le Mm. même chef, hein. Donc Alors, ça peut rechanger aussi. ouais, ouais. Mais On va espérer que ce sera je mieux. je l'ai vu à l'installation de la CDAPH, il ne m'a pas semblé très ouvert, mais c'est juste une impression, vraiment. Parce que je ne lui ai pas parlé même. Enfin, si je lui ai dit, ah, vous êtes le remplaçant de monsieur machin, il m'a dit oui, oui, bon, très bien. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai vu tout à l'heure, deux, trois trucs que je pourrais peut-être partager. Ta, ta, ta. Bon, alors, l'histoire de sondage, j'ai compris. Euh, Donc, on vous remercie d'avance hein, de bien vouloir répondre au sondage. C'est vraiment important pour nous. je n'ai plus. On a répondu qu'il n'avait pas d'accord. On a répondu. Ta, 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 ta. Ok. En fait, le problème donc, des AESH, c'est qu'à Paris, on en a beaucoup. Je suis contente, AESH individuel, c'est cool. Et presque 50% d'individuels pour 50% de mutualisés. Oh, j'étais contente. Et puis, j'ai regardé de plus près, et il y a 50% des AESH individuels qui sont notifiés que pour un an. Alors, à Paris, on dit normalement qu'on peut, d'ailleurs, c'est valable pour, je sais plus, Hélène, je crois, non? Euh, qu'il suffit d'envoyer un nouveau GEVASCO pour que l'AESH soit renouvelé. Alors, c'est peut-être une idée hein, de refaire un GEVASCO pour démontrer que l'AESH est toujours. Normalement, ça devrait aller plus vite. Et puis, envoyer un mail, je pense, puisqu'il n'y a que ça qui fonctionne en ce moment. En tout cas, ils disent que ça fonctionne. Puisque on n'a pas besoin de refaire un dossier comme dans certains DPH complets, parce que bon, ça me fait râler, quoi. S'ils mettent des notifications pour un an, ça ne sert à rien de mettre des SLD, hein, si on remplace ça par des trucs pour un an et que les parents sont obligés. Alors, je leur ai expliqué 20 000 fois hein, que ce n'est pas seulement le fait de refaire un dossier, ce qui déjà est quand même assez terrifiant, mais c'est aussi l'angoisse dans laquelle on est de se dire est-ce que ça va être prolongé, est-ce que ça ne va pas être prolongé, parce que ça, c'est. Enfin voilà, on vit avec ça tous les jours et voilà, ça ne leur parle pas trop, ça, hein. Donc, en tout cas, pour vous, si vous êtes à Paris avec une attente d'AESH individuel, envoyez un mail et joignez votre dernier GEVASCO. Est-ce que c'est pas normal que ça reste encore en attente, Hélène?